Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Un petit peu spécial, c'est le dernier épisode de cette année 2024 et en fait j'avais très envie de faire un épisode questions-réponses, de pouvoir à nouveau vous donner cet espace, vous donner la parole et pouvoir poser toutes vos questions en toute liberté sur toutes les thématiques que vous le désirez en fait. Et donc voilà, alors on devait se retrouver avec Audrey, ma gardienne, mon OBM d'amour, mais malheureusement c'est à son tour d'être au lit avec les microbes et c'est vrai qu'on a repoussé l'enregistrement et en fait on s'est dit intuitivement peut-être que je dois le faire toute seule cette fois-ci et c'est ok, donc pensez pour ma Audrey quand même là. Et donc je vais lire vos questions, y répondre. Alors je crois que comme la dernière fois on va faire un épisode en 2 parties. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de questions et pour pas vous faire un épisode de 3 heures non plus. Donc on verra, ça va dépendre si je suis bavarde ou non. Comme je suis pas avec Audrey, peut-être que voilà, je papoterai un petit peu moins que d'habitude aussi. En tout cas, je me réjouis vraiment de pouvoir papoter avec vous aussi. Vos questions sont hyper riches et hyper intéressantes comme toujours. Donc c'est parti, on va plonger dans le cœur du sujet en ce mois de décembre. Alors priez pour moi que tout se passe bien au niveau technique parce qu'on a quelques problèmes techniques en ce moment. Et c'est un beau petit bordel, je trouve, ce mois de décembre dans l'énergie. D'habitude, c'est l'énergie du feu, du Sagittaire. Moi, je suis chez moi, là, dans le Sagittaire, donc je kiffe. Et en fait, là, c'est très lent. Il y a tout qui est au ralenti. Alors, ceux qui croient à l'astrologie, en effet, il y a beaucoup de ralentissement. On est invité à ça. Donc, c'est très particulier, je trouve, ce mois de décembre 2024. Donc, voilà, on va... Installez-vous, préparez-vous un petit thé, un chocolat chaud, un café, un chai latte, un je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, petit bouillon d'os. Et puis voilà, installez-vous pour partager ce moment. Je pense que c'est précieux. On est face aujourd'hui quand même à une sorte de contenu très fast, très rapide, très court. Où on va engloutir comme ça une tonne de contenu et donc moi j'apprécie énormément finalement me poser aussi face à du contenu plus long et j'espère que vous aussi. Allez, c'est parti. Alors, première question. Penses-tu que nous pouvons guérir nos traumas juste en travaillant le corps, sans parler de la bonne alimentation, etc. Merci. Eh bien justement, c'est une très bonne question et c'est une question que je reçois souvent. Même sur les réseaux et tout ça, parce qu'évidemment il y a beaucoup de personnes qui vont vous vendre ça en disant voilà en pratiquant les mouvements somatiques vous allez pouvoir guérir de tous vos traumas, etc. Ou alors voilà, je sais pas, on peut vendre plein de choses derrière ça aussi. Et moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, avec le fait de proposer un outil miracle entre guillemets et de se dire voilà je vais juste me focaliser sur une chose et ça va fonctionner, vous voyez, en travaillant uniquement sur le corps. Et je pense que on a vraiment besoin d'une approche holistique. En fait c'est pour ça que dans Fil on a vraiment voulu proposer quelque chose d'un peu particulier par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui en francophonie, où souvent on travaille sur une approche, où on travaille que sur le système nerveux, où on travaille que sur la somatique, etc. Et dans Fil, nous on a vraiment voulu cette approche bien particulière, mais très complète, très globale, pour pouvoir avoir cette approche holistique. Parce que c'est pas juste en allant sur un pilier qu'on va y arriver. Et je peux vous partager de mon expérience. Moi, je suis passée par là, voilà, où j'ai vraiment été que sur un pilier à la fois, parce que j'avais vraiment avant ce mode de fonctionnement très rigide et très extrémiste. Dans le sens où j'allais tout le temps dans les extrêmes et c'était une fois que j'avais découvert un truc, c'était le Graal, la révélation et je fonçais que là-dedans et j'oubliais le reste. Et donc je pense que on ne peut pas... Alors évidemment le trauma il est dans le corps, on le sait aujourd'hui,
Mais ça demande malgré tout une approche, je crois profondément, soutenante dans tous les domaines, parce que c'est soutenir cette libération, ça demande de soutenir grandement le système nerveux, les fascias, le corps, etc., l'énergie, l'émotionnel. Et il n'y a pas que le travail corporel en fait qui va soutenir ça. Il y a aussi notre environnement. Il y a aussi, excusez-moi, j'ai encore des brides de tout, notre environnement, notre exposition à la lumière naturelle, comment je m'hydrate, comment je me nourris, tout ça, ça va vraiment être très important. Et on sous-estime, et c'est vrai que parfois aujourd'hui on peut être en mode « j'ai trouvé la solution » parce qu'on nous vend des pratiques somatiques et autres, et restons dans du bon sens, restons critiques et nuancés. Ouais, moi je vous ramène beaucoup, très souvent à de la nuance. C'est vraiment important. Et même le travail corporel, pourtant c'est mon job, c'est ce que je vous propose et c'est ce que je prône. Et pour moi c'est fondamental, évidemment, ce travail corporel, il est mais primordial, vraiment primordial dans la résolution, on va dire, pour aller achever le processus de cette énergie bloquée qui est au niveau du trauma. Il est essentiel. Et en même temps, par exemple, dans Feel, on vous propose tout un module autour du brain retraining. En anglais, on dit ça. À chaque fois, c'est toujours bizarre de le dire en français, la reprogrammation du cerveau. Et par exemple, ce module-là, il est essentiel. Parce que parfois, et moi, je sais que ça a été sur mon chemin aussi, dans mon parcours, où j'étais, quand j'ai découvert le travail, évidemment, je suis revenue dans ce travail corporel. Ça a été une révélation, clairement, parce que j'ai vu une évolution assez incroyable. Et en même temps, je voyais qu'il y avait quand même encore des barrières et des limitations, parce que je me racontais encore des histoires, parce que j'étais encore focalisée sur mes symptômes, sur les symptômes que j'avais. Et donc, tout ça a fait aussi que il y avait encore des blocages. Et donc, le fait d'aller reprogrammer, d'observer ses pensées et tout ça, ça va être aussi, vous voyez, une clé super importante. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne crois pas, en tout cas personnellement, à la guérison juste sur un pilier. Voilà, ça c'est vraiment... Et en même temps, je pense que tous les piliers sont hyper importants. Donc ce travail corporel, il est fondamental, évidemment. Alors, deuxième question. Vous m'excuserez pour ces petits tout. J'ai envie de me lancer pour devenir pro avec ta formation, mais je ne sais pas si au niveau de mon corps, je peux suivre. Faut-il déjà être super avancé en yoga ou en danse ? Donc ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, c'est est-ce que dans la formation, on nous apprend comment amener cette pratique auprès des organismes pour faire des groupes ? Merci. Merci à toi pour ta question. Alors, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut absolument avoir aucun niveau de danse, de souplesse, de yoga, de je ne sais quoi pour entrer dans les formations Flow Energy et Bloom Dance. C'est ouvert à toutes et à tous. Je suis pas encore une homme, mais on y croit. C'est vraiment ouvert à tout le monde. J'ai déjà eu des personnes, qui ont de la fibromyalgie, qui ont du surpoids, qui ont de la maladie de Lyme, qui ont des douleurs chroniques, des prothèses, etc. Bref, c'est pour ça que j'ai créé ces pratiques-là aussi. C'est vraiment une de mes intentions fondamentales dans la philosophie de ce que je vous propose, c'est que ce soit disponible et accessible surtout à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adaptations, c'est des propositions. Il y a vraiment une approche trauma informée aussi dans ce que je propose, parce qu'on va vraiment être dans le respect du rythme de chacun et dans les capacités du moment. Donc c'est ouvert à tout le monde. Et c'est ce qui change de mes pratiques par rapport peut-être à des formations de yoga ou autres, où des fois on peut se sentir, ou en mobilité aussi, fonctionnelle ou autre, où on peut se dire mince, là je vais pas y arriver, je vais pas suivre. Ici il y a toujours des adaptations, et moi mes formations elles sont vraiment elles sont très chill, parce que je vous accueille comme vous êtes. Moi j'arrive comme je suis aussi. Et en fait, si des fois pendant la formation, dans les moments de partage ou de théorie, vous avez besoin d'être allongé, en fait, je vous ai complètement autorisé à ça. Vous pouvez aller aux toilettes, boire quand vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment une grande ouverture et un respect des besoins de chacun. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi, il faut pas spécialement vouloir devenir guide Flow Energy et Bloom Dance pour faire les formations. Il y a des personnes qui viennent vraiment pour elles-mêmes, en tant qu'expérience, pour vraiment vivre ça, cette transformation, parce que pour moi, déjà le mot formation, il me convient pas. J'ai pas l'impression de former des gens. Ça veut dire que je vais donner une forme, ça veut dire que je vais les conditionner, vous voyez. Moi, ce sont des propositions, des pratiques, des ouvertures et du mouvement. C'est quelque chose qui va évoluer et qu'on va faire évoluer ensemble aussi.
Et donc, voilà, c'est pas l'idée d'aller vous formater à quelque chose, à une pratique, même si c'est important de respecter la structure de ce que je vous propose aussi pour pas que ça devienne de la Zumba, comme je dis souvent. Mais voilà, c'est vraiment une grande ouverture et c'est surtout une aventure, une expérience humaine et transformatrice. Donc, on peut venir le faire aussi un peu comme une retraite pour soi. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, c'est une question que j'ai souvent. Et alors oui, en effet, je vous accompagne pour pouvoir après vous guider des groupes et de l'individuel. Donc il y a les deux. Donc oui, et vous pouvez après, en fait c'est très ouvert, il y a une multitude de possibilités. Une fois que vous avez les formations Flow Energy et Bloom Dance, ça va vraiment vous permettre aussi de créer plein d'événements, d'aller dans les organismes, d'aller travailler, en tout cas d'aller proposer des flows et des événements, enfin des ateliers au sein de différentes structures aussi, complètement. Donc il y a une grande ouverture et beaucoup de possibilités. Alors ensuite, quelles sont les différences entre les séances Flow Energy et le yoga somatique pour aider à libérer les traumas? Alors très bonne question, c'est vrai que je vous propose quand même au final 3 pratiques différentes, puisqu'il y a Flow Energy et Bloom Dance que j'ai créé moi-même. Et puis je vous propose aussi Soma Yin, qui est le Yin Yoga somatique qui a été fondé par Selina Wang, qui est vraiment ma formatrice en chef que j'adore. Et en fait, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que vraiment pour aider à libérer les traumas, en fait, on va être sur un tronc commun par rapport à Flow Energy et Soma Yin. Parce qu'on a vraiment cette approche qui est trauma-informée, qui va travailler autour du système nerveux, du fascia, qui va être dans le rythme et qui va être dans l'expérience. Flow Energy est une pratique somatique aussi. Voilà, c'est pas ce que je vais valoriser parce que c'est une approche holistique pour moi, Flow Energy, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur l'approche somatique, sur le système nerveux, les fascias, etc., à la fois sur la sphère émotionnelle, parce que c'est vraiment une pratique de libération émotionnelle. On vient forcément travailler sur la sphère énergétique, c'est une pratique très énergétique aussi. Et on vient travailler sur le corps aussi physique, tout simplement, parce qu'on remet en mouvement, on fait de la mobilité, on vient renforcer le corps, et puis on vient danser, on fait du cardio, vous voyez. Donc, il y a cette approche hyper méga holistique, en fait, dans Flow Energy, qui fait qu'on peut aller piocher aussi en fonction de notre état, de nos besoins, de notre énergie, etc. Soma Yin, on est sur une pratique qui se fait donc uniquement au sol, avec des bulles, donc avec des balles. Donc vous voyez, il y a un matériel, il y a un outil en plus. Donc en fait, c'est dans la manière de donner, dans la structure, c'est différent. Mais en tout cas, il y a ce tronc commun des deux en termes de libération des mémoires, des traumas, de ce qui est cristallisé dans le corps, de l'émotion et autres. Donc ça, c'est vrai que dans les deux, on va retrouver, en tout cas, cette notion-là, vous voyez. C'est vraiment plus dans ce qui va les différencier, c'est dans les mouvements, dans l'approche. Là, elles sont quand même assez différentes, puisque Flow Energy, on va avoir des pratiques au sol. J'utilise pas les bulles. Mais on va aussi avoir des flows on fire, vous voyez, dans le feu, où on va vraiment aller aussi travailler cette énergie de feu. Donc c'est assez différent. Mais je vous invite à venir tester. Vous avez toujours le pack Flow Energy découverte qui est complètement gratuit, qui vous permet de découvrir Flow Energy. Et puis il y a les cours de Soma Yin que je donne une fois par mois en ligne, qui reprendront au mois de janvier aussi. Donc n'hésitez pas à venir tester parce que ça passe par le corps. Voilà, il faut vraiment, je pense que pour comprendre, c'est toujours difficile et moi je sais que c'est pas évident d'expliquer aussi de manière très concrète ce que c'est Flow Energy, Bloom Dance et Soma Yin parce que c'est pour moi quelque chose qui s'expérimente. Et les deux approches à nouveau, elles sont axées sur le processus et l'expérimentation. Et ça c'est hyper important. On n'est pas du tout dans une recherche de résultats. Alors, question suivante, très intime. Quelle est ta relation avec tes parents? Alors, c'est vrai que c'est assez intime comme question. C'est vrai que j'en parle pas très souvent. Je pense que je parle jamais trop. Vous les voyez jamais sur les réseaux et tout ça. C'est vrai que, déjà, on est très loin. Eux, ils vivent en Belgique. Moi, je suis en France. J'ai une relation... comment expliquer? Je sais même pas quel mot mettre. Je suis en gros processus encore. Je suis en très gros processus dans la relation avec mes parents aussi.
Je sais que j'ai grandi en tout cas moi dans un environnement très anxieux, dans la peur, avec beaucoup d'interdits, avec zéro possibilité d'exprimer vraiment toutes les émotions, une communication qui était presque absente. Donc j'ai énormément accumulé, j'ai énormément pris sur moi et accumulé beaucoup de choses. J'ai pas pu être dans l'expression de qui j'étais pleinement. Donc c'est pour ça que je pense ça s'exprime dans le corps, voilà, depuis plusieurs années aussi. Avec des parents très très différents, presque opposés dans leur mode de fonctionnement aussi. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai une relation qui est assez, j'ai le mot basique qui vient, mais qui est respectueuse, mais je ne me sens pas proche et en fusion du tout avec eux. Donc voilà, si je peux résumer, parce que j'ai pas envie de m'étaler 3 heures sur cette thématique non plus, et de faire une psychanalyse ici, mais en tout cas voilà, c'est assez, il y a du respect, on se voit de temps en temps, mais voilà, il y a encore des choses à processer en tout cas à ce niveau-là. Alors peut-être que je pourrais vous en reparler à un autre moment ou dans un autre podcast, mais c'est vrai que c'est toujours un sujet qu'on aborde beaucoup dans Fil aussi, parce que c'est un gros sujet et c'est un sujet qui est important. Et n'hésitez pas à aller écouter l'épisode que j'ai fait, le précédent là, avec faut-il absolument pardonner. Et je pense qu'il y a une question qui revient aussi autour de ça. J'en parle aussi et le point de vue d'Alice Miller est très intéressant là-dessus. Comment as-tu vécu ton postpartum? Très bonne question. Alors, mon postpartum, le premier en tout cas, parce que là, il y a un deuxième qui arrive bientôt, n'est-ce pas? Et je suis toujours dans le postpartum, parce que quand j'ai entendu dire que le postpartum durait 3 ans, je me suis dit, ah ben disons que, en fait, c'est vrai. Je trouve que c'est... Alors, Naël a 2 ans, un peu plus de 2 ans là, et je comprends cette phrase de le postpartum dure 3 ans. Je comprends. Donc en fait, je suis encore repartie là pour là il y a encore 5 mois plus ou moins, 4 mois et demi de grossesse. Et après, c'est reparti pour 3 ans de postpartum. Donc je ne suis pas encore sortie de là. Alors le postpartum, il a quand même été Alors sincèrement, le postpartum avec Naël a été intense. Il y a eu une certaine intensité. Pourquoi? Parce que on a déménagé, on a été en plein déménagement. L'allaitement a été assez compliqué. En fait, au début, j'ai vraiment, franchement, j'ai pris cher. J'avais vraiment très très mal. Naël avait du mal au niveau de la succion. Et en fait, on a contacté une consultante en lactation qui nous a énormément aidé, juste de changer la position, en fait, la position d'allaitement a tout changé. J'ai plus du tout de douleur ni rien, mais j'en ai bavé quand même pendant les premières semaines déjà au niveau de l'allaitement. Naël, pauvre petit chat, il a eu du reflux, donc un RGO, et ça, en fait, on ne sait pas ce que c'est un enfant qui dort paisiblement sur le dos dans son berceau, là. Nous, on n'a jamais connu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Nous, on a eu vraiment un enfant qui a eu du RGO pendant 6 mois, où en fait, on était tout le temps en train de le porter. Donc, on a fait du portage quasiment tout le temps. Même le soir, je me souviens de mon mari qui tournait autour de la table avec Naël dans les bras pour l'apaiser. C'était vraiment dur de le voir souffrir comme ça. Alors évidemment, moi j'ai fait des évictions au niveau de l'alimentation. Le portage a beaucoup aidé, c'est-à-dire que ça l'a quand même beaucoup soulagé. Nous, on n'a pas voulu le gaver de médicaments, ce qui était notre choix, hein. Je juge pas ceux qui le font. Aussi petit, quoi. Et en fait, on a trouvé des solutions qui ont permis de le soulager aussi. Mais c'était hyper intense parce que c'était un enfant qui... c'est un enfant qui ne dort pas beaucoup. La nuit, il fait bien ses nuits, il les a fait rapidement, mais la journée, c'est un enfant qui faisait 20 minutes de sieste, quoi. Donc c'était intense. Et à ce moment-là, on était en plein déménagement, on était dans le petit appart, je sais pas ceux qui se souviennent, hein, en attendant que les travaux soient finis dans cette maison-ci, parce que on loue ici en fait. Et en fait, on était dans ce petit appart, j'ai l'impression d'être confinée parce qu'on sortait d'une maison quand même au cœur de la nature, voilà, avec cette intensité-là, cette fatigue, et aussi, en fait, on trouvait personne pour, ni de crèche ni de nounou pour le garder quelques jours semaine. Donc c'est moi qui l'ai gardé pendant 1 an, tout en travaillant, en gérant mon entreprise. Donc
C'était intense et sincèrement, je crois que au bout d'1 an, là, on était tous les deux, on a trouvé après un super nounou. Naël va 4 jours semaine, mais on était tous les deux quand même, franchement, on était en figement total, quoi, disons-le. On était épuisés et ça a été intense. Et à côté de ça, donc ça c'est la partie un petit peu plus sombre, et à côté de ça, je l'ai aussi bien vécu dans le sens où, voilà, c'était... j'ai profité, même si, pour être tout à fait transparente, je pense que le deuxième postpartum va être complètement différent. Je crois, je le sens, en tout cas, après, on verra. Parce que j'étais dans beaucoup de résistance, parce que, voilà, j'étais encore très... mon entreprise, c'était un peu toute ma vie, et le boulot, et donc j'avais beaucoup de peur, beaucoup de résistance. Donc c'est vrai que j'étais dans beaucoup de luttes. Et mon système nerveux, à l'époque, était pas encore tout à fait... aussi bien, en tout cas, j'avais pas réinstauré autant de sécurité qu'aujourd'hui, même s'il y a encore du chemin. Mais à ce moment-là, j'étais encore vachement quand même dans dérégulé, ce qui fait que c'était pas toujours évident non plus à gérer, vraiment. Donc voilà, donc c'était un postpartum qui était intense, pour être tout à fait transparent. Je vais pas vous dire ah non c'est magnifique, voilà. Il y avait beaucoup d'intensité. Et vraiment, je pense que le deuxième ne sera pas comme ça parce que déjà, on est dans un autre schéma aussi et on va avoir, voilà, Naël va rentrer à l'école et donc le deuxième va pouvoir aller prendre la place de Naël. Non, je casse tout. Donc voilà, oui, j'ai mon super micro. En fait, comme mon micro ne fonctionne plus, vous voyez, je reviens à mon ancienne version quand j'ai commencé les podcasts avec le petit micro. Donc voilà, un petit peu le topo. Mais encore une fois, vous savez, c'est mon expérience et c'est tellement unique et vraiment, ne prenez pas mon expérience pour la vérité en fait, ça c'est hyper important. J'avais fait un épisode, je vais pas plus loin parce que j'ai fait un épisode là-dessus aussi. N'hésitez pas à retourner il y a 2 ans. Pour le coup, enfin peut-être un peu moins, à aller voir et retrouver cet épisode aussi où peut-être je rentre plus en détail. Après, j'étais dans le mood dans lequel j'étais à ce moment-là, donc c'était différent. Alors, la prochaine question. Bonjour Elodie, tout d'abord un grand merci pour tout ce que tu nous partages, merci à toi. Ma question concerne le syndrome des jambes sans repos. Penses-tu que cela soit de l'énergie de survie bloquée ? Si oui, penses-tu que l'on peut se soulager avec le mouvement ? Les jambes sans repos, je connais très bien. Je connais très bien, donc merci pour cette question parce que c'est vrai que c'est un syndrome, en tout cas une manifestation dont on parle pas très souvent. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent être touchées à ça, par ça. Le syndrome des jambes sans repos, alors je ne connais absolument pas au niveau scientifique et biologique ce qui se passe, même si il peut avoir des réactions en effet immunitaires. Ça peut être lié à l'histamine, ça peut être lié au cortisol évidemment. Je pense que voilà, quand il y a trop de cortisol, quand on est peut-être qu'on vit beaucoup de stress et d'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui peut être très présent aussi. Donc ça, je sais, mais le reste, je peux pas aller plus loin à ce niveau-là. Après, je crois en effet profondément que c'est lié aussi au système nerveux. Et moi, je vois le combat-fuite dedans. Et là, tu vois, pour te donner un exemple très concret, j'ai été très malade là, pendant 2 semaines, j'ai été alitée et vraiment c'était hyper dur. Et en fait, j'ai eu à nouveau les jambes sans repos. Donc déjà, j'étais en PLS et en plus de ça, j'ai les jambes sans repos qui se sont vraiment réactivées très très fort. Et en fait, du coup, je me retrouvais la nuit à devoir marcher, faire des allers-retours dans la chambre pour que ça passe, à faire du shaking, à secouer mes jambes, à les masser. Parce qu'en effet, le mouvement est d'une aide hyper précieuse quand on rencontre ça. Et en fait, j'ai analysé, j'ai vraiment compris le message en me connectant à mon corps que là, c'était, mon corps était en incapacité à faire quoi que ce soit. J'étais vraiment au lit, mais tellement mal que je pouvais même pas faire les tâches du quotidien. Vous voyez, j'étais même pas en capacité de cuisiner, de débarrasser, de faire le linge, etc. Et donc, il y avait une partie de moi qui était qui voulait en fait, qui était en résistance, qui était en combat-fuite, qui voulait y aller, qui voulait bouger. Et une partie de moi qui n'acceptait pas d'être alitée comme ça. C'est très inconscient, parce qu'en vrai, je peux vous assurer que j'avais rien d'autre à faire que d'être dans mon lit. Et donc, tu vois, il y avait cette énergie-là. Pareil, j'ai eu très, très, très fort ça, les jambes sans repos, à la première grossesse. C'était l'enfer, vraiment. Surtout à la fin. Dans le 3e trimestre, c'était le pire, je crois. 2e et 3e.
Je passais parfois des nuits blanches à marcher parce qu'en fait, mes jambes sautaient toutes seules et j'arrivais pas à dormir. C'était vraiment horrible. Et à ce moment-là, j'étais dans beaucoup de résistance. Je bossais beaucoup, j'étais encore dans ce truc de go, 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 urgence, machin, productivité. J'acceptais pas que mon corps me ralentisse parce que j'étais très fatiguée pendant cette première grossesse en tout cas. Et donc, il y avait vraiment une lutte et une résistance. Et donc, ces jambes sans repos, c'est, pour moi en tout cas, la symbolique, c'est qu'on n'accepte pas de s'offrir ce repos, en fait, justement, de ralentir, d'être, tu vois, dans cette notion-là. Et donc, il y a cette manifestation du corps qui se fait. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu analyser, tu vois, par expérience et par un petit peu de recherche aussi. Et donc, oui, le mouvement peut énormément soulager. Et puis, il y a tout un travail sur le système nerveux. Voilà, pour ramener de la sécurité, pour revenir dans le ventral, voilà, tout ce chemin et tous ces outils qui vont voilà, soutenir ce système nerveux et offrir de la régulation, en tout cas ramener de la souplesse, la résilience, va être super méga important. Et je vois la différence là, où c'est, en fait là j'ai vu ce qui se passait et donc j'ai pu, discuter aussi avec les parts de moi et observer ça. Et alors le mouvement va beaucoup aider. Donc tout ce qui est massage, mettre les jambes contre le, tu sais, se mettre allongé les jambes contre le mur, marcher, faire du shaking, secouer, voilà, tout ça, le mouvement va énormément aider en effet. Mais ça soulage, c'est pas la solution. Il faut aller plus en profondeur pour vraiment, tu vois, pouvoir se libérer de ça. Alors ensuite, est-ce qu'il y aura Flow Énergie spéciale enfant ? C'est une question qui revient très souvent. Alors c'est vrai que c'est très marrant parce que ça fait quand même... ça fait au moins 3-4 ans, je pense que c'est dans ma tête là. Et que, voilà, j'y pense, que je parle de Flow Kids, etc. Mais ça ne se met pas en place. Donc je pense que c'est peut-être juste pas le moment. Et que peut-être, ce que je ressens intuitivement en tout cas, c'est que je pense que je mettrai ça en place le jour où mes enfants seront un peu plus grands et que je pourrai vraiment pratiquer avec eux. Et que là, du coup, je l'aurai expérimenté. Et en tout cas, ceux qui me connaissent bien, vous savez que je dis souvent, moi j'ai besoin d'aller vivre le truc, j'ai besoin de l'expérimenter. C'est comme quand j'ai sorti le programme Flow Énergie Mama. Je l'ai fait parce que j'étais enceinte. Je l'aurais jamais fait comme ça sans être enceinte, ça n'aurait eu aucun sens pour moi en tout cas. Donc moi j'ai toujours besoin d'expérimenter les choses et donc peut-être que inconsciemment j'attends ce moment où je vais pouvoir le pratiquer, l'expérimenter vraiment avec mes loulous. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, déjà dans les formations, je propose des adaptations pour que vous puissiez guider des flows avec des enfants. Donc il y a des guides, Flow Énergie et Bloom Dance, qui donnent des sessions pour les enfants. Donc c'est déjà aussi quand même une possibilité. On voit déjà comment on peut adapter, mais c'est vrai que je sais déjà là où j'irai avec Flow Kids, mais je pense que ça se mettra au bon moment. Donc affaire à suivre, on garde ça à l'œil. Alors ensuite... Que penses-tu du breathwork qu'on voit beaucoup en ce moment ? Alors encore une fois, j'ai pas d'avis rigide ou arrêté là-dessus. Je crois que ça dépend de, à nouveau, comment est-ce que le praticien, le guide va amener ce travail-là. Pour moi, les pratiques de respiration, elles peuvent être absolument magnifiques, comme elles peuvent être très néfastes si elles sont mal guidées, mal proposées. Comme toute pratique, comme les pratiques somatiques, comme les pratiques de mouvement, etc. C'est toujours, voilà, c'est beaucoup de nuances à ramener aussi là-dedans et de se dire, voilà, si ça se fait en douceur, dans le respect de la capacité de la personne, s'il y a vraiment un accompagnement de la sécurité, vous voyez, il y a tout un cadre sécurisant et qu'on ne part pas sur des respirations, vous voyez, qui vont aller provoquer peut-être des crises d'angoisse, des libérations trop intenses dont la personne n'a pas la capacité d'accueillir, cette libération aussi. Je pense qu'il faut faire très attention. Donc encore une fois, c'est comment la pratique est guidée, si c'est respectueux de notre capacité et de notre rythme, ou si on est sur des trucs genre vas-y, il faut libérer à tout prix, parce qu'on voit de tout aujourd'hui, encore une fois. Et donc voilà, encore une fois, je suis très nuancée dans ma réponse. C'est peut-être du coup pas très clair, mais en tout cas, je pense que c'est important d'être avec quelqu'un qui va prendre en compte tout ça, vous voyez, et prendre en compte aussi que voilà, on peut avoir des gros traumas, on peut avoir
des grosses charges énergétiques, émotionnelles qui sont là dans le corps, et que donc si on y va violemment, ça peut faire des dégâts et ça peut retraumatiser aussi derrière. Donc voilà, donc choisissez bien le praticien, ceux qui proposent ces ateliers-là. Même moi, la respiration, je l'utilise vraiment de manière très naturelle. On revient justement à l'écoute de la respi, on lui redonne la place, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'apprendre à respirer. Je sais plus qui dit ça, je le dis toujours dans mes formations, j'oublie toujours le nom. On a besoin de libérer notre respiration, de lui rendre son espace, parce que le corps il sait, on sait comment respirer. Et donc les pratiques que moi j'utilise, en tout cas ça va plutôt être du soupir, de la respiration en fait aussi consciente, naturelle. On va plus être dans l'expire aussi, pour pas non plus aller réactiver certaines choses de manière trop intense. Voilà, c'est mon avis. Vous prenez ou vous jetez. Alors ensuite, bonjour, merci pour ce podcast qui m'offre de la liberté. On adore. J'ai une sclérose en plaques et j'ai réellement souffert avec mes parents. C'est très souvent lié à la relation des parents, au lien d'attachement aussi. Bon, alors, on m'a dit il faut pardonner, voilà, un grand classique, mais mon corps, lui, est raide, il est durci. J'ai de la spasticité musculaire, telle une carapace émotionnelle. Merci pour ton partage, d'avoir déposé ça déjà. Je te remercie infiniment. Alors en effet, la sclérose en plaques, au niveau de la symbolique, vous voyez, il y a vraiment cette armure. C'est vraiment comment je peux me mettre des plaques de fer. Enfin là, moi, je vois vraiment une armure de chevalier, vous voyez, à l'ancienne, là, au Moyen-Âge. En métal, là, en fer, voilà. Et en fait, on se met cette armure-là. C'est un mécanisme de protection que nous avons développé. Alors évidemment, encore une fois, on met en place ce genre de mécanisme ici, c'est la sclérose en plaques, pour éviter en effet d'aller sentir ce qu'il y a en dessous de l'armure. Donc d'aller au contact de l'inconfort, de la souffrance, de la douleur. Hein. Et ici, tu en es consciente en tout cas que c'est lié aussi à tes parents. Donc ça, c'est déjà aussi pas mal, tu vois, d'avoir cette conscience-là, parce qu'il y en a qui vont continuer à être dans le déni et à ignorer et à protéger leurs parents aussi, à les protéger, oui, à garder leur espace, enfin leur place en tout cas. Et donc quand on dit en effet il faut pardonner, ça c'est très très présent dans les thérapies, dans le coaching, dans le dev perso, l'ésotérisme, même en psychothérapie et autres, on a vraiment cette notion qui revient très fort et donc du coup on reste dans une résistance, on reste dans une lutte. On n'est pas au contact de notre vérité et on va développer, toi tu as développé la sclérose en plaques, il y a plein d'autres manières de développer ces moyens de protection aussi et d'expression aussi finalement. Donc je t'invite déjà à aller écouter l'épisode précédent, c'est marrant, vous parlez beaucoup de pardon, je ne sais pas si c'est un hasard et que vous avez justement déjà écouté l'épisode précédent et que du coup vous revenez là-dessus ou pas. Faut-il absolument pardonner? Je pense que ça va t'apporter des clés aussi. Tout le travail d'Alice Miller aussi, tout le travail du docteur John Sarno, Gabor Maté, je les cite souvent, mais voilà, qui nous montre aussi que tant qu'on n'a pas été pleinement voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'aller vraiment au contact là des sensations, des émotions, de parfois vraiment l'inconfort, hein, parce que c'est pas confortable et tout ce qu'on peut ressentir. Parce que souvent, il y a de la rage derrière, il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la honte, il y a de la culpabilité. Vous voyez, toutes ces émotions, ça peut peut-être vous activer là. Donc, prenez le temps aussi d'accueillir tout ce que je vous raconte là. C'est pas agréable à aller ressentir en fait. Donc, on préfère fuir ça et on préfère presque parfois avoir des douleurs, avoir des maladies. C'est inconscient tout ça, bien sûr. Que d'aller sentir ça, vous voyez. Et puis bon, on est conditionné à nos parents, c'est il faut les respecter, il faut leur donner des nouvelles, il faut les appeler souvent, il faut les voir et on doit être là pour eux et nanana. On est hyper méga conditionné sur cette thématique, hein, vraiment vraiment. Donc il y a un sacré taf aussi à faire en termes de déconstruction de ces notions. Et ça demande d'aller toucher à sa vérité et c'est pas facile. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'être accompagné ou en tout cas d'avoir des outils aussi à ce niveau-là pour pouvoir
tout en douceur, à les décristalliser, tu vois, enlever les couches tout en douceur aussi. Typiquement, dans Fil, on accompagne aussi voilà, des personnes qui ont des maladies chroniques, auto-immunes et autres, pour aller dans ce processus très très en douceur. Mais donc voilà, donc je pense que c'est, tu vois, accepter qu'on n'est pas obligé de pardonner déjà aussi, ça c'est énormissime. Et d'aller aussi, en tout cas, d'aller accueillir ce qui est vraiment dans nos profondeurs. Et ça se fait très en douceur. C'est pas l'idée d'aller tout libérer en une fois pour être tranquille et voilà. Voilà, c'est... Et en effet, j'ai pas terminé le reste de ta question. Tu dis, et le pardon, je n'y arrive pas. Et c'est ok. On n'est pas obligé de pardonner. C'est ok. Ça nous met des résistances, ça nous rend encore plus mal de nous forcer et de pas y arriver, vous voyez. Donc c'est foutons-nous la paix avec ça, revenons dans notre vérité avant tout et acceptons qu'on n'est pas obligé de pardonner. C'est très judéo-chrétien, c'est très, voilà. Toujours des images, des sons, des paroles qui me reviennent. Voilà, je comprends, je te comprends, je t'entends, je te vois. Et donc... Voilà, et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis ça me réconforte d'oser m'avouer que oui, j'ai terriblement souffert en silence durant minimum 20 ans. Et ça, c'est vraiment, tu vois un petit peu ce que je t'expliquais aussi, où moi aussi j'ai beaucoup pris sur moi et j'étais là à toute seule en fait à devoir gérer, à devoir être avec ces sensations hyper inconfortables dans une grande insécurité. Et donc... c'est aussi accepter, avouer et le dire, tu vois, faut pas le raconter à tout le monde parce que c'est pas, voilà, mais dire... avouer que en fait j'ai souffert quoi. Tu vois, j'ai souffert et juste de ça libère déjà de le dire, de enfin le reconnaître. Ça veut dire que je me reconnais moi, ça veut dire que je me vois moi. Je m'écoute enfin. Et ça c'est un cadeau inestimable. Donc voilà, je peux que te soutenir sur ce chemin, à continuer vraiment à aller tu vois dans ta vérité quoi. Alors justement, il y a une autre question sur le pardon. Donc ne pas pardonner consiste aussi à couper le lien avec la personne en question. Donc c'est une question, quel serait le lien s'il n'y a pas de pardon? Alors ça évidemment je peux pas répondre, tu vois, avec quelque chose de très précis et comment dire, tu vois encore une fois dans quelque chose de très absolu. Je ne sais pas, en fait encore une fois c'est nuancé, c'est à toi de sentir, est-ce que tu es en capacité de rester en lien avec la personne, malgré le fait que tu ne puisses pas le ou la pardonner sur un certain point. Est-ce que c'est ok pour toi, malgré tout, de rester en lien? Donc c'est vraiment une question très personnelle finalement. Ou alors de te dire, en fait, je n'y arrive pas. Je ne peux pas pardonner ça, et du coup, j'ai besoin de prendre de la distance. Et donc là, c'est aussi d'aller pleinement embrasser cette décision et de se dire, ben non, en fait, là, moi, je ne peux pas pardonner ça. Et en fait, je n'arrive pas à faire semblant d'être avec la personne, de continuer à la voir, à avoir une relation avec elle. Et donc, j'ai besoin de couper le lien. Donc ça, c'est vraiment, pose-toi ces questions, peut-être prends un temps pour te poser avec ça, sentir dans ton corps comment c'est. Parce qu'il n'y a que toi qui aura la réponse. Tu vois, j'ai pas la réponse pour toi, et ni pour personne, hein, à part pour moi. Et donc, quel serait le lien s'il n'y a pas de pardon? Tu vois, est-ce que c'est garder un lien parce qu'en fait, tu as quand même envie de le garder, ce lien, tu as quand même envie d'avoir un petit peu de contact avec la personne. Est-ce que c'est garder un lien avec ses parents parce qu'il y a les petits-enfants et que ils sont pas du tout, ça leur appartient absolument pas. Et donc, ils ont le droit de voir leurs grands-parents aussi. C'est un exemple que je donne. Hein. Est-ce que, enfin voilà, ça peut être mille et une choses. Pareil, ça peut être le conjoint, en fait, où il y a une séparation. Et pareil, en fait, on ne pardonne pas, mais on veut continuer à garder un lien de respect, voilà, de base, pour nos enfants, s'il y a des enfants dans l'histoire. Donc voilà, c'est à nuancer en fonction de chaque situation, et c'est à chacun aussi c'est reprendre son pouvoir, hein, vous voyez, pour être en capacité à aller à l'intérieur de soi. Et donc c'est pour ça, moi je pense que la solution, je me dis toujours, si le monde entier pouvait revenir là, à l'intérieur, et vraiment aller prendre soin de ce qui est là, aller soulever le couvert de la casserole, vous voyez, dont je parle souvent.
parce que c'est la grosse problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on est tellement déconnecté de soi, on est surconnecté à nos écrans, on est surstimulé et on nous divertit. Alors tout est fait pour nous divertir un maximum. Donc voilà, dans des contenus très rapides, qui nous rendent un peu débiles parfois. Et en fait, tout est fait pour qu'on soit en dehors de nous-mêmes. Et donc, c'est la grosse problématique d'aujourd'hui. Et revenir là à l'intérieur, c'est sûr que c'est pas confortable. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui... et puis on n'a pas tous aussi la capacité d'y aller parce que parfois s'il y a beaucoup de trauma et tout ça, on a peut-être gardé une maturité émotionnelle d'un enfant et donc ça peut déborder vite fait aussi. Donc c'est ce chemin de tout ce travail au niveau en tout cas du système nerveux, de la libération et vraiment cette exploration de processus émotionnel, pour moi il est fondamental. Et c'est peut-être la plus belle, j'aime pas le mot arme, mais le plus beau remède qu'on pourrait avoir au monde, là, à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, et puis on a l'impression d'être, on est en fait dans l'isolement aussi, on est déconnecté de l'autre, alors que cette co-régulation, on en a tellement besoin aussi. J'avais fait tout un épisode de podcast autour de la co-régulation, qui pour moi est vraiment fondamentale aussi. Et donc il y a quelque chose qui à la fois on se dit tiens, il y a quelque chose de très centré, de très narcissique aujourd'hui, et en même temps en fait c'est une illusion parce qu'on va pas vraiment à l'intérieur quoi. Donc voilà, bon bref, on va pas débattre pendant 3 heures là-dessus parce qu'on pourrait. Donc la question suivante, comment trouves-tu l'équilibre entre l'entrepreneuriat, ta vie de famille, suivre des formations et le temps pour toi? C'est une question que j'avais reçue sur Instagram. Et j'avais promis d'y répondre lors d'un épisode de podcast. On y est enfin, je pense que j'avais reçu la question il y a 2-3 mois. Alors c'est vrai que le mot équilibre, moi, je pense que ça n'existe pas. En fait, un réel équilibre, c'est impossible. Je pense que c'est illusoire de croire qu'on va pouvoir équilibrer notre vie sur tous les plans. Par contre, on va jouer, vous voyez, avec les différents domaines et on va balancer. Vous voyez, je vois comme une balance, comme ça, comme du mouvement, comme une vague en fait. C'est une vague, c'est du mouvement, la vie. Donc pareil, l'équilibre parfait, je pense que c'est à nouveau une lutte et une course et une quête en fait dans laquelle on peut tomber à vouloir absolument que toute notre vie soit équilibrée. Donc on est dans le contrôle à nouveau au lieu de se dire en fait c'est du mouvement. Et moi je sais que je vais avoir des phases où je vais être beaucoup plus dans ma casquette d'entrepreneur. Parce que il y a une nouveauté, il y a un nouveau projet, parce que je suis en formation et donc forcément je vais être beaucoup plus dans ma casquette d'entrepreneur quand je donne formation que dans ma casquette de maman par exemple. Et puis il y a des phases où je vais être beaucoup plus dans ma casquette de maman. Là clairement quand je serai en postpartum, je serai quasiment que là-dedans. Donc voilà. Le mercredi par exemple je suis avec Naël à 100%. Donc là, ma casquette d'entrepreneur, elle est presque absente, sauf si je réponds à 2-3 mails urgents ou autres. Et donc, vous voyez, c'est au lieu de chercher un équilibre, c'est de se dire, en fait, comment est-ce que je peux jongler, en fait, avec ça et accepter que je peux pas être partout à la fois, en fait. C'est complètement illusoire, ce truc de Wonder Woman, vous voyez, de la Superwoman qui va être partout à la fois. C'est impossible, en fait. Pour moi en tout cas. Et donc c'est accepter que je peux pas être partout à la fois. Et donc comment je peux être pleinement en présence dans cette casquette-ci, dans le rôle dans lequel je suis en tout cas, dans le domaine de ma vie là, à l'instant T. Parce que ça nous met une pression et un stress. Moi, je sais que je l'ai vécu à vouloir que tout soit parfait. Et alors, vous voyez, c'est vraiment, je mets mes rituels et mes petites routines en place dans mon quotidien. À la fois, je suis là hyper présente pour mes enfants. À la fois, je suis à fond dans mon business. À la fois, je me forme. À la fois, je prends du temps pour moi. Rien que le dire, vous voyez, je suis fatiguée. Parce qu'il y a un poids derrière ça. Et donc, c'est vraiment d'accepter qu'on peut pas, dans une journée, être à fond dans tout. Et il y a des jours, moi, où je prends plus de temps pour moi que d'autres, où j'en ai quasiment pas. Et c'est ok. C'est ok. Et si j'arrive à prendre 5 minutes, c'est déjà 5 minutes de prix et c'est très très bien. Donc c'est à nouveau, vous voyez, de ramener encore cette douceur envers soi. Vous savez que je vous bassine avec ce mot. Je crois que je vais finir par me le tatouer. Mais c'est hyper important d'avoir ça, de garder ça en tête.
Et moi, ça m'a soulagée d'un poids quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques temps déjà, et je me suis dit bon, mais en fait c'est ok. Et donc pareil, les formations que je suis, alors c'est vrai que ces 2 dernières années, je me suis un peu gavée, j'ai un peu abusé sur les formations. J'ai été dans beaucoup d'informations. Et là, je sens que j'ai besoin d'être dans le corps, dans la pratique, dans l'expérience avant tout. Et donc voilà, j'ai eu des moments, en fait, moi je me suis mis des blocs. Je sais que j'ai eu des phases comme ça où j'avais vraiment des journées consacrées où j'étais uniquement dans la formation. Donc c'est encore une fois, même dans mon planning, c'est comme ça. Vous voyez, je peux pas être partout à la fois. Et donc je vais mettre un focus sur quelque chose. Et voilà. Je sais pas si ça peut éclairer, si ça peut vous peut-être vous soulager d'un poids vous aussi. Et pareil, ce temps pour moi, il y a des fois où je vais prendre des journées entières ou des après-midi entières, me faire masser, me balader, voilà, etc. Et puis il y a des jours où en fait, je suis... Parce que j'ai l'énergie, je sens que je suis dans une énergie pour être dans la productivité, être dans mon entreprise à 200%, j'y vais. Et je vais évidemment être toujours en conscience de pas aller au-delà de mes limites, pour pas me cramer à nouveau, parce que je me suis beaucoup cramée dans le passé. Donc c'est encore une fois aussi être très à l'écoute, vous voyez, et ne pas être dans le forcing. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, on a cet espace-là. En tant que salarié, c'est différent. Mais en tant qu'entrepreneur, on peut quand même avoir on a cette possibilité aussi d'être à l'écoute de nos besoins. Et ça, c'est pour ça aussi, moi, que je pourrais plus revenir dans le salariat, je pense. Donc voilà. Question suivante. On pourra en parler 3 heures de cette thématique, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y a encore plein d'autres questions. Bonjour Élodie, toutes mes félicitations pour ce petit bout à venir, merci beaucoup. La question d'avoir des enfants commence à me travailler, mais le fait de devoir remplir mon bébé de toutes ces injections obligatoires ne me plaît pas. Et puis pour moi-même aussi, avec l'injection pour la coqueluche conseillée pour la femme enceinte. À part dire non, je ne vois pas d'autre solution. Je trouve fatigant de devoir lutter contre les obligations sociétales, mais qui aujourd'hui ne résonnent plus pour moi. Ça m'angoisse pas mal de vivre une potentielle future grossesse en désaccord avec le corps médical. Car j'imagine que durant toute cette période, on est plus à fleur de peau. Mais faire les choses à contre-cœur pour mon bébé ou pour moi, je ne pourrais pas. Aurais-tu un conseil toi qui as déjà eu l'expérience d'une première grossesse et qui vit la deuxième, merci, car mon but n'est pas du tout de créer une polémique autour du sujet qui est devenu tabou et qui, en vérité, reste très personnel. Merci pour ta question qui est super intéressante. Alors au début, quand je l'ai lu, tu sais, j'étais là, parce que c'est très marrant, moi quand je suis enceinte, j'ai remarqué ça, avec une amie aussi, on rigolait. Et au début aussi quand j'ai accouché, les mois après, je suis très révolutionnaire. Je suis très dans mon côté révolutionnaire, révolte contre la société, etc. Donc je souris parce que quand j'ai lu ta question, je me suis dit j'ai plein de choses à dire. Je me frottais les mains déjà. Et en effet, j'ai plein de choses à dire et en même temps, voilà, je pense que je vais calmer mon feu là. Je te comprends à 2000% déjà. Sache que je suis de tout cœur avec toi. Parce que ce sont des questionnements que même moi aujourd'hui je continue à avoir, par exemple par rapport à l'école. Quand je vois comment ça part en cacahuète en France, je me dis waouh, non mais attends, en fait qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc je te comprends, c'est des gros questionnements. Moi je me sens tellement en décalage avec tellement de choses de la société. Vraiment, il y a plein de choses qui me... Je crois que j'ai l'impression que c'est du bon sens, mais non. Et ça me dépasse complètement aussi. Donc, je compatis. Alors, en effet, pour les injections pour l'enfant, c'est un vrai scandale sanitaire en France, on est d'accord. Et ça reste très personnel. C'est vraiment des questions à se poser. C'est vraiment d'essayer de trouver des solutions. Il y en a toujours, même si c'est pas toujours évident. Et c'est des choix à faire aussi, du coup. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué en France parce que l'école à la maison... c'est hyper compliqué, même aujourd'hui. Enfin voilà, en Belgique c'est quand même assez simple. En Belgique, par exemple, on s'inscrit sur le site et basta quoi. Je veux dire, on fait l'école à la maison. Alors, évidemment, il y a des suivis, il y a des personnes qui vont venir voir, etc. Mais enfin moi, je connais des familles et c'est génial. Je trouve ça incroyablement fantastique. C'est mon rêve. c'est plusieurs familles qui vont ensemble faire l'école à la maison. C'est-à-dire que si c'est 4 familles par exemple, 4 jours semaine, c'est une famille qui va prendre un jour les enfants et faire l'école à la maison. Ce qui veut dire que nous, ça nous demande une journée pour donner, transmettre les enseignements. Et encore, c'est complètement différent. L'école à la maison, c'est pas j'assois mon enfant toute la journée,
derrière un cahier, vous voyez, à faire des rangées de calcul. Hein. C'est vivre la vie, quoi. C'est apprendre, transmettre les apprentissages à travers la vie. Donc moi, je trouve ça absolument fabuleux. En France, c'est un réel problème, c'est une réelle problématique. Tout est fait pour que l'enfant aille à l'école et soit éduqué tel un bon petit soldat pour rentrer dans le moule. Alors j'exagère, oui, je rentre dans mon côté révolutionnaire. En tout cas, il y a plein d'écoles alternatives qui existent, qui sont absolument fantastiques. Je crois qu'il y a des écoles aussi classiques, entre guillemets, qui sont fantastiques, qui travaillent par projet et tout ça. Je ne veux pas du tout généraliser ce que je dis. Mais en tout cas, il y a quand même, dans la plupart, une réelle réflexion autour de ça. Donc voilà. Et donc, c'est voir quelles seraient les solutions aussi, tu vois, pour éviter ces injections. Et ça, c'est des choix très personnels, en effet. Tu vois. Alors, je vais pas rentrer dans des débats beaucoup plus profonds parce que j'ai pas envie que le podcast soit supprimé parce qu'aujourd'hui, tu peux plus rien dire sur les réseaux, donc c'est très chiant parce qu'en même temps, voilà, on a envie de dire des choses, mais voilà. Pareil, tu vois, le vaccin de la coqueluche, moi aussi, ça me saoule parce que, en fait, au lieu qu'on te le propose une fois, et puis en fait tu dis oui ou non, et puis c'est ton choix, et c'est tout. En fait, on est tous libres, tu vois. Non, il y a ce truc de, on va te le répéter à chaque séance, et en plus on va te faire culpabiliser. Donc moi, c'était... alors en Belgique pas, pour la première grossesse en Belgique, c'est vrai qu'il a posé une fois la question, et voilà, il a rien dit, j'ai dit non, sans me justifier, et voilà. Ici, on va te dire, c'est pas pour vous, hein, c'est pour l'enfant, et il faut faire vacciner toute la famille et les grands-parents, parce que c'est vraiment pour le bébé. Il y a des bébés qui se retrouvent, et on t'explique les drames, et donc c'est sous la peur et la culpabilité, on te fait culpabiliser. Puis surtout, on te dit, vous, on s'en fout en fait, hein, c'est pas pour vous, hein, pour vous protéger, vous, c'est pour l'enfant. Donc déjà, vous voyez, il y a vraiment cette manipulation émotionnelle, hein, clairement. Donc voilà, il y a une réelle problématique, je pense, autour de ça. Il y a plein de pays où ces injections ne sont absolument pas obligatoires et en fait tout va bien. Il y a une réelle problématique aux États-Unis qui est en train d'émerger aussi, on le voit. Alors moi j'ai étudié ça en profondeur, hein. C'est pour ça que je me permets de vous en parler. Où on voit quand même, je sais plus c'est un enfant sur combien qui a des troubles autistiques et autres, et en fait pareil, énormément d'injections sont obligatoires, et le lien en fait il est avec les métaux lourds et autres, il est fait depuis longtemps. C'est juste que, encore une fois, c'est des sujets qui sont étouffés. Et donc voilà, bon, j'aimerais en parler plus, mais je vais pas m'y attarder parce qu'encore une fois, comme je vous disais, j'ai pas envie que mon podcast soit bloqué. Donc voilà, donc je suis de tout cœur avec toi. J'ai envie de te dire, moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'en fait, quand on vient comme ça avec des propositions et des machins et des obligations, je dis non. Et j'essaie de plus me justifier, parce que moi, c'est blessure d'injustice, c'est toujours... j'ai fait beaucoup de chemin avec, mais je sais que ça reste quelque chose en moi qui est présent. Mais en fait, tu as le droit de dire non et tu n'as pas besoin de te justifier. Et donc voilà, et tous ces trucs-là, moi aussi, on me propose 10 millions de bazar et tout, il n'y a rien qui me parle. Et en fait, je choisis très en conscience et je suis hyper ok de pas fonctionner comme tout le monde. Tu vois, je continue très en conscience, et c'est mon choix, hein. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais à manger du fromage au lait cru, à manger des jaunes d'œufs crus, parce que c'est des bombes de nutriments pour le bébé et pour moi aussi, parce que j'ai besoin d'énergie. Je continue en conscience, voilà, être très en confiance aussi avec ça. Ce sont des choix, donc reprenons notre pouvoir, notre autonomie, et quand on doit aller dans les structures, voilà, parce que, en fait, c'est un non. On s'exprime en tout cas comme on peut. Et puis il y a des fois, on a des obligations qu'on ne peut pas éviter aussi. Et c'est aussi faire un chemin d'acceptation sur ces points-là, tu vois. Mais voilà, il y a toujours possibilité je pense, de nuancer. Et après, voilà, c'est un sacré chemin. C'est des grosses remises en question, c'est des grosses... voilà, c'est pas facile, c'est sûr. Mais on n'est pas seul. Hein, donc ça, c'est aussi important de garder ça en tête.